Mais d'abord, jouer avec nos perceptions alimentaires, c'est l'idée d'AromaFork, une fourchette connectée et aromatique conçue par la société Molecule Air. Ce couvert d'un nouveau genre trompe le cerveau en lui faisant croire qu'on est en train de manger ce qu'on sent. Concrètement, ça donne des brocolis aux arômes de chocolat ou encore des épinards faussement goût banane. Mais est-ce une si bonne idée que ça d'embrouiller nos papilles? Coup de fourchette avec Vanessa Abba. Cette mousse au chocolat n'aura plus jamais le même goût. Avec cette fourchette connectée, les saveurs changent. Il suffit d'appliquer l'arôme choisi sur un petit bout de buvard et d'inhaler à chaque bouchée, car tout se passe au niveau de l'odorat. Du chocolat goût truffe, du poulet goût banane, de la salade goût vanille. Avec l'AromaFork, toutes les combinaisons sont possibles. Cette famille a tenté l'expérience. Je dirais que c'est un petit gadget sympa à avoir près de soi quand on invite à dîner, parce qu'on a toujours envie de partager avec nos amis. Dans notre famille, nous sommes tous des gourmets et mon mari est un très bon cuisinier. Alors ça nous arrive souvent de faire ça, d'essayer de retrouver le nom d'aliments à partir de leurs odeurs. Mais comment une simple odeur peut-elle tromper notre palais? C'est une histoire de perception. Le cerveau analyse la saveur comme un tout, qu'elle vienne de la bouche ou du nez. Pas de différenciation possible. Les inventeurs de ce nouveau gadget parlent déjà de révolution. Avec cette fourchette, les personnes souffrant d'allergies pourraient retrouver le goût d'aliments qui leur sont interdits. Faire un régime serait aussi plus facile. Pour les enfants, manger des légumes deviendrait un jeu. Mais certains nutritionnistes restent sceptiques. Est-ce vraiment la meilleure façon d'éduquer son palais? Quels sont les effets sur le cerveau à long terme? De la technologie dans l'assiette, à consommer donc avec modération. Et retour en plateau pour débriefer avec Chef Gralet cette semaine. Guillaume, on le voit, les géants de la high-tech investissent de plus en plus dans nos assiettes. Est-ce que c'est uniquement par amour des saveurs et de la cuisine ou il y a aussi une affaire de gros sous qui se joue en coulisses? Il y a une affaire de gros sous, hein. Vous avez raison Marjorie. D'ailleurs, si on regarde les montants investis dans ce qu'on appelle désormais la food tech l'année dernière dans la Silicon Valley, eh bien ces montants ont augmenté de 30%. Alors Marjorie, il y a quand même une bonne raison à ça, et c'est Bill Gates qui sonne la sonnette d'alarme, parce qu'à chaque fois que l'on consomme 1 kilo de viande, eh bien, il y a eu 15 litres d'eau qui ont été consommés au préalable. Il n'y a pas moins l'équivalent de la production d'une voiture pendant 1600 km en termes de CO2, donc ça pollue énormément, et on voit une foule de hackers vouloir réinventer la nourriture pour stopper cette pollution. Oui, parce que de la fast-food à la hack-food, il n'y a qu'un pas ou il n'y a qu'un coup de fourchette, si j'ose dire. Justement, on peut tout recréer. On va voir ça avec les petits génies de Hampton Creek. Effectivement, il faut aller parler à Josh Tetrick dans un ancien garage de San Francisco. Et cet homme qui a passé plusieurs années de sa vie en Afrique explique qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça, nourrir avec nos fameux 3 repas par jour. Et il va surtout falloir manger moins de viande et utiliser d'autres ingrédients. Alors lui, il a eu l'idée fabuleuse de prendre certains ingrédients pour en recréer d'autres, en l'occurrence utiliser des petits pois pour faire de la mayonnaise. Et cette recette, quelque part, peut être appliquée à d'autres ingrédients. Une autre société qui s'appelle Beyond Meat va, elle, utiliser du soja pour recréer un goût de poulet. On recrée, mais surtout, on importe les méthodes de la Silicon Valley en cuisine. Ça donne, par exemple, quelque chose qu'on connaissait déjà, mais d'une façon plus perfectionnée cette fois-ci, des aliments intégralement imprimés en 3D. Oui, c'était déjà le cas, en fait, pour des confiseries. On voyait ça sur du chocolat. Là, on va le voir sur des pâtisseries. Alors, il y a un projet qui est très intéressant qui s'appelle Edible Growth. Là, vous voyez l'imprimante de pâtisserie. Et puis, ce projet est un peu fou parce qu'il va remettre du vivant à l'intérieur des desserts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également des incubateurs qui vont recréer, en fait, le goût de la viande ou du poulet. Et ces incubateurs, ils respectent une certaine température. On voit ça chez Modern Meadow, par exemple. Et on va même parler de boissons en open source. Alors, il y a un hacker un petit peu fou, il s'appelle Rob Reinhardt. Lui, il explique que l'on peut créer une boisson qui va satisfaire tous nos besoins dans la journée en protéines, en vitamines. Et il a même levé de l'argent. Il était dans un incubateur lui-même chez Y Combinator. Il a créé quelque chose qui marche très bien, qui s'appelle Silent. Mais honnêtement, Marjorie, j'ai goûté et c'est pas bon du tout, ça fait un peu peur. Et c'est un petit peu dommage parce que sur la nourriture, il y a des choses extrêmement positives. Par exemple, le fait de partager ses goûts sur des réseaux sociaux, Cooking par exemple. Et c'est un petit peu ça qu'on aimerait qui se développe plus à l'avenir en termes de food 2.0. Bon, donc comme tout bon cuisinier, il faut toujours goûter la nourriture avant de la servir à ses clients. Merci Guillaume Gralet. Et tout